l'honneur d'accueillir pour ce plateau M. Alseyne Gueye. Il est le président de la Fédération nationale des industriels du Sénégal. Monsieur Gueye, bienvenue à ce plateau spécial, bienvenue à votre maison également. Absolument, merci Aminata, c'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous. Vous qui êtes notre radio business, hein, Radio Com, et qui appartient vraiment à l'État, la radio pour les entrepreneurs. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là et puis d'écouter, de partager avec vous ces moments à la fois et puis de répondre à vos questions. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, le président de la Fédération nationale des industriels du Sénégal, mais avez-vous d'autres responsabilités à décliner pour nos internautes? Vous, acteur du secteur privé, des fois, vous avez plusieurs casquettes à la fois, n'est-ce pas? Moi, je suis dans les mines, je suis dans l'industrie extractive, donc dans l'extraction de manganèse. Donc je suis, à travers cette fonction, dans le cadre de la CNES, donc président de la Fédération des industriels. Je suis aussi membre du conseil de régulation de l'ARCOP, donc depuis 5 ans. Et voilà, de manière générale, je suis le président aussi de la commission économie et finances de la CNES. Donc ça fait plusieurs casquettes, mais pour montrer que le secteur privé est très engagé sur tout ce qui concerne donc, le développement du pays. Et nous sommes organisés pour apporter nos contributions donc, dans ces différents domaines. Alors nous allons démarrer ce plateau pour parler de cette FIDAK puisque tout tourne autour de cette foire internationale de Dakar. Alors que représente aujourd'hui votre organisation à cette 33e édition? Est-ce que vous êtes bien représenté à cet événement? C'est une bonne question. Je viens d'arriver, j'étais à Abidjan, je suis arrivé le week-end. C'est vrai qu'on n'a pas eu une bonne préparation pour que le FIDAK puisse démarcher nos industriels de manière collégiale, mais je pense que ça a été fait de manière individuelle. Je veux d'ailleurs visiter pour regarder nos industriels qui sont là, mais je suis sûr qu'ils sont là parce que les produits de grande consommation, c'est nous, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les produits d'hygiène, que même dans l'ameublement, j'ai vu tout l'ameublement tout de suite, que ce soit dans les produits électriques, etc. Je pense que je ne serai pas déçu si je rentre dedans et c'est l'occasion qu'on puisse confronter, que le consommateur puisse regarder ce que l'offre locale fait par rapport à l'offre étrangère. En fait, pas cette compétition, cette comparaison est toujours salutaire pour montrer la diversité de l'industrie sénégalaise et sa capacité à résister donc, à la concurrence étrangère. Et plus globalement, M. Gueye, est-ce que ce genre d'événement, l'événement économique est très important pour le développement et pour la politique industrielle que vous menez tant? Vous savez, le président Senghor disait que c'est lui qui a créé ce lieu d'ailleurs, qu'on va vers un monde de donner et de recevoir. Donc une industrie sénégalaise a intérêt à accueillir des événements comme ça pour se comparer, pour que le consommateur puisse regarder les offres alternatives possibles et pour aussi nouer des partenariats. Il y a peut-être des choses qu'on ne fabrique pas et que les fabricants sont présents. Moi, je me rappelle une année, on avait regardé des gens qui faisaient des contacteurs, les prises électriques. Jusqu'à présent, on n'a pas d'unité, mais tu les vois toujours venir. Et voilà des types des recherches de partenariats qui doivent être possibles. C'est-à-dire une PME sénégalaise industrielle, une PMI, doit pouvoir venir ici et regarder un fournisseur étranger qui fait ce que lui, il est en train d'importer et puis d'essayer de voir comment fabriquer ça localement. C'est aussi ces opportunités qu'offre la foire. Aujourd'hui, pour cet événement, on parle de transformation territoriale, on parle de développement inclusif pour coller au thème de cet événement. Est-ce que cette équité sociale, cette territorialisation est une réalité, surtout par rapport aux implantations des industriels dans chaque zone? Vous touchez un élément en fait très important, c'est la territorialisation des capacités productives. Bien sûr. Donc le Sénégal est fait de sorte que le président Senghor avait fait de grands efforts en territorialisation justement ces capacités comme la Sonacos. Il y en avait à Louga, il y en avait à Ziguinchor, à Kaolack, à Kaolack, partout on avait les Sonacos. Et je pense que les Sonacos qui marchent, il n'y en a pas beaucoup. Dans la vallée, il y avait la SNTI.
À Rufisque, on avait Bata, Bata, oui. en plus des cimenteries. Et puis vers Pikine, en banlieue, on avait Icotaf, on avait Sotiba. À Castor, on avait la CIF, Société industrielle de vêtements. Donc, le président fondateur de ce pays a fait beaucoup d'efforts pour territorialiser l'économie. À Kaolack, vous aviez ISEMSI. ISEMSI, ça fabriquait les mobylettes. Les mobylettes, oui. Les mobylettes, c'est CFAO qui le faisait à Kaolack, ISEMSI. Donc, il avait fait beaucoup d'efforts pour doter donc, les territoires de capacité produite. Mais il faut reconnaître qu'elles n'ont pas tenu à la concurrence. Donc, elles se sont... Et comment est-ce que vous ressentez le fait de voir tout ce tissu industriel, voilà, tout Oui. ça disparaît C'est une perte d'autonomie. sur peut-être... C'est une perte d'autonomie. Oui. Moi, je dis, l'industrie, ça te permet d'avoir une autonomie stratégique. Parce que le Sénégal, en matière de mobilité, on faisait tout. Et ça fait mal, parce qu'on avait les chemins de fer, les ateliers ferroviaires des caisses, qui pouvaient faire la réparation de n'importe quel tronçon de chemin de fer. C'est fermé. Nous avions eu le MRO de l'aéroport de Dakar, qui faisait la réparation des avions. Nous avions eu Sokoda. Sokoda, ça fabriquait les voitures Gainé. Avant qu'il y ait les cars rapides, là, il y avait Gainé. Mais Gainé, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas résisté à la concurrence. Oui. Ils ne se sont pas préparés à ça. Il y a eu une libéralisation précoce. Oui. Il y a eu une libéralisation précoce. La libéralisation amène une concurrence déloyale. Parce que là où nous, on faisait Gainé et Berlier, mais si tu ouvres, tu vas amener Renault, tu vas amener d'autres. Là où on faisait la CIV, Société industrielle de vêtements, là où tu avais la société SNTI, la société de tomates industrielle, si tu amènes les tomates concentrées. Donc voilà, et puis l'autre chose, l'État a aimé la facilité. C'est-à-dire l'État préfère collecter, c'est ce qu'on reproche au ministre des Finances. C'est-à-dire tu préfères collecter rapidement dans les importations à la place de développer une économie qui va te créer des emplois, qui va te créer de la production que tu peux taxer, parce que tu taxes la production avec la TVA, et avec les salariés, tu collectes de l'impôt. Et c'est ça le rôle de la douane. La douane devait protéger donc ces industries, quitte à ne pas faire d'argent, beaucoup, mais à permettre à la fiscalité locale de se développer à travers l'industrie. Et ça me fait mal parce que moi j'ai étudié, je disais ça tout à l'heure, avec Bata. Je disais aux jeunes là moi en 86, j'avais 14 ans, mais on achetait les chaussures Bata, mais ils ne le connaissent pas. Ouais. Mais Bata était presque dans tous les grands quartiers du Sénégal, même les régions. À Kaolack, il y avait Bata. Donc le fait de ne pas avoir Bata aujourd'hui nous expose à des marchandises chinoises, etc. L'autre chose, le fait de ne pas avoir une bonne industrie laitière, on avait laitière, huilerie dakaroise, avant Sonacos. Mais ça montre que le Sénégal pouvait se nourrir de... Maintenant, on est envahi avec les huiles de palme, l'huile de soja. Donc, pour dire, ça nous fait mal qu'on ait perdu... Même la pharmacie. Nous avions Sanofi, qui est parti en Côte d'Ivoire. On a eu Pfizer. Pfizer est parti au Maroc. Donc, en un mot, M. Gueye, donc on a failli, surtout les régimes précédents, ont failli par rapport à la politique industrielle qu'ils ont mise en place par manque d'accompagnement de ces entreprises implantées, par la non-préparation, par la concurrence déloyale. Vous avez... Allez-y. Quel commentaire par rapport à la politique industrielle menée jusque-là? On a manqué de gouvernance. Oui. On a manqué, même Carnot Metal Box. Carnot Metal Box, vous vous rappelez? Non. Quand vous faisiez les boîtes de sardines, oui, les thons, c'est Carnot Metal Box qui faisait l'emballage. Mais depuis que Carnot Metal Box est parti en Côte d'Ivoire, mais tu vois qu'on ne fait plus de sardines. Tu ne trouveras pas des sardines sénégalaises, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que la seule entreprise qui fabriquait les emballages en métallique a disparu, Dieg Boudiar. Les emballages, c'est Carnot Metal Box qui faisait. Donc ça. Pour dire que l'État a manqué de gouvernance de son industrie. Et ce que nous appelons la gouvernance de l'industrie sénégalaise, c'est que l'État, avec le privé, c'est l'État qui planifie, mais doit avoir le secteur industriel comme conseiller. Comme ça, on lui dit, Monsieur le Président ou Monsieur le Premier ministre, le secteur, mettons, de la tomate, on peut satisfaire jusqu'à 80%. On ne règle à la banane.
la banane, l'État a pris ses mesures pour interdire la banane pour 3 mois. Importé. Mais moi, j'aime plus cette banane sénégalaise que la banane importée SCB, etc. Ils sont en train de se plaindre. Paraît-il, ce matin, ils sont partis au ministère des Affaires étrangères pour le Sénégal ferme ses frontières pour la banane. Il faut fermer. Quand tu as La production une industrie naissante, il faut la protéger jusqu'à ce qu'elle soit prête à affronter la concurrence. Et ça, le Sénégal le fait avec la volaille, c'est une grande satisfaction. Il n'y a pas 1 kilogramme de volaille qui rentre dans ce pays, normalement, officiellement. Donc, nous, ce qui nous manque, l'État doit réguler. Ce que nous savons faire, qu'on nous les laisse. Ce que nous ne savons pas faire, on l'importe. Et c'est comme ça qu'on peut échanger avec le monde. Maintenant, on a une nouvelle politique industrielle avec les assises qui sont tenues récemment par le ministère en charge de l'industrie et du commerce. Alors, les assises, comment est-ce que vous voyez le fait de tenir ces assises pour recueillir tous les avis des différents acteurs du secteur, notamment ceux du secteur privé, et pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, comment est-ce que vous appréciez la tenue de ces assises-là? Je félicite le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Serigne Gueye Diop, qui a eu l'initiative de convoquer ces assises de l'industrie, qui a duré presque 6 mois, et qui a voulu aussi que nous, les industriels, que nous présidions les commissions. Ce n'était pas le vœu de mes amis fonctionnaires. La démarche a-t-elle été inclusive? Elle a été inclusive parce que nous avons présidé toutes les commissions. Il y avait 4 commissions. Moi, j'ai présidé la commission gouvernance et politique territoriale. Je l'ai présidée. Et nous avons vraiment imprimé de notre marque vraiment nos préoccupations. Et aujourd'hui, on a un livre blanc qu'on doit remettre à Monsieur le Président de la République. Si le Président nous écoute, Monsieur le Président, nous voulons remettre donc notre livre blanc. Le livre blanc, il y a eu plusieurs propositions, mais la proposition phare, c'est le cadre de gouvernance. On veut mettre un conseil national de l'industrialisation. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord avec une loi. Paraît-il, ils veulent faire une loi, mais cette loi, elle est datée de l'ancien régime et elle n'est pas appropriée. Ce qui est approprié, c'est pas l'industrialisation ne se décrète pas. L'industrialisation s'organise par un cadre qu'on met en place où l'État s'engage sur des leviers à nous régler les barrières, nous lever les barrières physiques, c'est-à-dire le foncier, l'électricité, la mobilité, les barrières réglementaires, les barrières financières, les barrières technologiques. C'est à l'État de nous lever ces barrières. En contrepartie, nous, on va s'engager à créer l'emploi, à créer la disponibilité de ces produits stratégiques, aussi à exporter et aussi à payer des impôts. À partir de ce moment, ben, on a un nœud d'intérêt. C'est-à-dire l'État, parce que l'État ne peut pas créer les emplois. L'État ne peut pas exporter. Ce dynamisme, c'est nous. Mais on va dire à l'État quelles sont les barrières qui nous empêchent de travailler. Et ça, on le prend sur 10 activités. Et les barrières, M. Gueye, je ne vous coupe pas, mais sur les barrières, est-ce que le fait de ne pas avoir accès aux matières premières de manière assez suffisante, ça fait pas partie des barrières? Mais ça fait partie de notre plateforme. Nous, le local sourcing qu'on l'a appelé l'approvisionnement local. D'abord, la SAR doit pouvoir s'approvisionner avec Sangomar. Le gaz naturel, nous on pense que toutes nos chaudières, parce que nous on a des chaudières et des fours qui fonctionnent avec du charbon ou bien du fioul. Nous voulons que toutes nos chaudières, la chaudière c'est quoi? La chaudière comme dans une laiterie. Vous avez besoin d'eau chaude et de vapeur. Bien sûr. Quand vous avez aussi des semouleries, des provenderies, donc toutes ces unités ont besoin de chaudières. Donc les chaudières là fonctionnent avec du fioul. Nous, on veut les remplacer avec le gaz naturel. La Sénélec veut remplacer ces centrales d'électricité qui fonctionnent au fioul avec du gaz naturel. Déjà, ça va régler au moins 30% des coûts. Ça, c'est la première, c'est l'énergie. La deuxième chose, je donne un cas très banal, la charcuterie. Nos charcuteries importent des matières premières, mais les matières premières qu'elles importent, c'est des déchets d'abattoirs. Mais il faut qu'on ait des abattoirs modernes, des abattoirs vraiment industriels pour nous donner les carcasses. C'est ça qu'on broie pour faire les trimix pour la charcuterie. Donc pour dire que il faut aussi qu'on regarde le textile. Il faut qu'on puisse avoir du coton. Hein, ici, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse faire... j'ai appris que lorsqu'il était question de faire les tenues scolaires, mais il n'y avait pas d'unité qui pouvait produire les tissus. Il a fallu qu'on importe les tissus. Donc on a beaucoup de problèmes. Mais la solution va exister parce qu'on va dire à l'État, voilà l'approvisionnement local que nous voulons, parce qu'on importe beaucoup de produits semi-finis. Ouais. Comme par exemple aujourd'hui,
pour faire l'emballage, les bouteilles en plastique. Mais on importe des résines de PET. Le PET, c'est des résines qu'on va injecter pour faire les préformes. Et les préformes sont soufflées pour faire des bouteilles. Mais les résines, on peut le faire avec le pétrole de Sangomar. C'est ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc, ce que nous, le PVC, pour le PVC pour les sanitaires. avec le gaz de Sangomar, on peut faire le PVC, le goudron qu'on importe pour l'asphalte. Ce goudron, on peut le fabriquer avec le pétrole de Sangomar. Donc voilà les choses, mais ça, c'est l'État qui doit avoir cette volonté et puis nous aider, parce que nous... Est-ce que toutes ces propositions, tous ces avis sont inclus dans les assises? C'est dans notre livre blanc. Oui. Le gaz naturel, c'est la première chose qu'on a demandé. Le gaz naturel, la disponibilité de gaz pour nos industries. Les cimenteries utilisent du charbon pour cuire donc ce qu'on appelle l'argile et le calcaire pour faire le clinker. On veut que ce charbon importé, c'est plus de 1 500 000 tonnes qui sont importées, ça soit remplacé par le gaz naturel. Ça, c'est un exemple. Et nous, on l'a mis comme première chose qu'on demande à l'État. Mais le Premier ministre en est conscient. Il a dit qu'il veut que le gaz naturel sénégalais serve aussi à l'industrie, pas seulement au gaz to power, c'est-à-dire pour faire le courant, mais gaz to industry. C'est-à-dire pour que nos fours, nos chaudières puissent fonctionner aussi avec le gaz naturel. Alors, maintenant que le budget du ministère de l'Industrie a été triplé, même si c'est couplé avec le commerce, ça a été triplé quand même, ça passe de 50 à plus de 150 milliards de francs CFA. Et le ministre prévoit de créer des agropoles ou même des pôles industriels dans chaque zone. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec la création de ces zones industrielles? Ça pourra aboutir selon vous, ces programmes-là? Je vais déranger avec cette question. Ouais. Je suis d'accord pour les parcs industriels, mais ce n'est pas à l'État de le faire. Ouais. Nous pensons que l'État ne doit faire que ce que nous ne savons pas faire. Pour nous, le ministère doit nous aider à améliorer notre productivité. Comme par exemple, le bureau de mise à niveau doit nous aider à subventionner certains investissements qui sont trop chers. Pour les PME, pas pour les grandes entreprises, mais pour les PME. Le budget du ministère doit servir à aider ceux qui exportent, l'ACPEX. Ouais. Le bureau de niveau doit servir à la normalisation. Mettons, tu dis que tu dois faire quelque chose, mais on te dit, l'ASN, on doit nous aider à la normalisation. Mais si c'est construire des parcs, le secteur privé doit pouvoir le faire. Moi, je l'ai dit au DG de Sonacos. Est-ce que le ministère n'accompagne pas juste le secteur privé et après les laisser la latitude de dérouler dans ces agropoles-là? Vous ne le voyez pas comme ça? Le ministère devait se limiter à nous donner le foncier. D'accord. Et nous mettons nos billes. Et si nous devons construire des entrepôts, nous n'allons pas le faire comme c'est pensé. Nous, notre idée, c'est quoi? C'est-à-dire l'État peut donner dans chaque région, sur appel d'offres, sur appel de propositions. Les privés qui sont intéressés, vous faites des propositions et on vous donne par 50 hectares, 100 hectares, mais pas un seul. On peut donner 2, 3 par pôle. Et on te dit, fais des propositions. Moi, par exemple, quelque chose qui se fait au Maroc. Au Maroc, ce n'est pas l'État qui construit les plateformes, c'est les privés qui construisent. Oui, mais comment ça se fait? Vous voulez faire, mettons, une usine d'emballage. Vous venez voir un gestionnaire de plateforme pour lui dire, dans 16 mois, je suis en train de faire mon business plan, mais dans 16 mois, j'ai besoin d'un entrepôt, d'un bâtiment industriel. Mais il va vous dire quelle est la superficie que vous avez besoin, quelles sont les commodités que vous avez besoin dedans, quelles sont les utilités, etc., etc. À partir de ce moment, vous n'avez pas besoin, vous allez faire, c'est-à-dire à la carte. Vous allez faire les bâtiments industriels à la carte. Même quand quelqu'un veut autoconstruire, vous pouvez lui donner le foncier, il autoconstruit comme il veut. Okay. Mais faire une centaine de hangars avec de l'endettement, mais tu peux avoir des invendus. Hein? Alors que là, tu n'as pas d'invendus. Parce que tout c'est parce qu'une usine, rien que pour avoir le crédit, amener, ça va prendre 7-8 mois. Mais on peut construire localement. Et c'est ça que moi je demande au ministre, c'est-à-dire, il faut qu'on ait des nœuds d'intérêt. Ce que nous ne savons pas faire,
c'est mobiliser le foncier. Il n'y a que l'État qui peut mobiliser le foncier parce que si tu vas à Ziguinchor, tu veux mobiliser le foncier comme privé, tu ne peux pas. Mais l'État a la puissance publique. Exproprier, dédommager. Vous faites des rebelles, l'État peut mettre la gendarmerie et puis calmer tout le monde. Mais ça, nous, on ne peut pas le faire. Mais si c'est construire, on construit mieux que l'État. Mais si on construit, après, on vous donne la latitude de... Mais c'est le coût. C'est des coûts de C'est le coût. plus. Regarde Diamniadio. Diamniadio, ils ont construit, ils louaient le mètre carré à 2500 francs. Mais qui va louer? Personne ne va louer. Il y a en tout cas pas les PME. Maintenant, le nouveau DG qui est arrivé, avec Serigne Diop, le nouveau ministre, il a diminué de moitié le loyer. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire le ministre doit se limiter à nous mobiliser le foncier et à nous fixer des cahiers de charges. Et nous, on va construire. Et c'est pour ces coûts élevés qu'on ne vous voit pas aussi dans les zones économiques spéciales, parce que là aussi, on voit que les étrangers. Mais parce que le privé ne va pas payer un coût qui va gréver ses marges, sa compétitivité. Mais ce qu'il faut limiter à faire, parce que vous savez, il y a des incitations fiscales, il y a des mesures d'accompagnement dans ces aides-là, mais pourquoi pas la présence forte du secteur privé national? Je suis d'accord, oui. Mais 1250 francs le mètre carré, c'est cher. C'est cher. Parce que si quelqu'un a besoin de 10 000 mètres carrés, vous lui faites 1250, ça va lui coûter combien? C'est 12 millions. Mais 12 millions pour une PME, c'est beaucoup. Donc il faut que l'État se limite à donner le foncier. Et le foncier là, si aussi nous le donnons, on nous le donne pour qu'on puisse développer des parcs industriels, mais on n'est pas amené à facturer tout le temps. Il faut savoir que le foncier, c'est l'État qui te l'a donné. Mais tu vas facturer le bâtiment et non pas le foncier. Le foncier, je vous dis une chose. Le coût d'un bâtiment industriel, il tourne aux alentours de 80 000 francs le mètre carré. D'accord? Oui. Si vous me le facturez à 1250, l'année, ça fait combien? L'année, les 10 mois, ça fait 12 000. Donc, l'année, je vais me retrouver avec 15 000. Mais si ça me coûte, mettons, 80 000 francs le mètre carré de bâtiment, mais en moins de 6 ans, je l'amortis. Okay. Mais par contre, même si je paye le loyer, ça ne m'appartient pas. Je paye le loyer en l'air. Donc, qu'est-ce qui va réfléchir la PME? Faire un emprunt à la banque, même s'il trouve un terrain qui n'est pas trop formalisé, mais il va construire par lui-même, parce qu'il sait qu'il peut l'amortir en moins de 8 ans. Alors que là, toi, tu veux qu'il soit un locataire, puis qu'il te paye, puis 15 000 francs le mètre carré par an, c'est ça. 15 000 francs le mètre carré par an, mais si vous faites 10 ans, c'est 150 000 francs le mètre carré. Alors que pour la moitié, tu peux construire ton propre entrepôt. D'accord. Et nous n'allons pas terminer. On s'est compris? Oui, c'est compris. On s'est compris. Monsieur Gueye, on ne va pas terminer sans parler de la dette intérieure qui vous fatigue, vous, acteurs du secteur privé. Alors, ça n'a toujours pas été amorti? L'État ne nous a pas encore payé l'argent. Mais ils ont hérité. Il reste combien? Il n'y a pas de transparence parce qu'au départ, on nous a parlé de 300 milliards. C'est-à-dire l'État essaie de provisionner chaque trimestre ou semaine. Ils ont provisionné 300 milliards. Je pense que ces 300 milliards ont été payés de bonne foi. Hein? Là, ils ont provisionné 500 milliards. Mais à date, on ne sait pas combien a été payé sur ces 500 milliards. Ça fait 800 milliards. Mais nous pensons que ça faisait 1000 milliards. Mais le Premier ministre nous dit que nous, on a des arriérés fiscales pour 1600 milliards. C'est compliqué. Parce que nous, il a fallu que nous, on réclame notre argent, oui. 1000 milliards, pour que le Premier ministre dise que nous, on a des dettes fiscales de 1600 milliards. Finalement, c'est compliqué. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Mais quels sont les secteurs qui sont le plus affectés par cette dette intérieure? Tantôt, on parle des BTP, tantôt d'autres secteurs. Vous savez, on parle du affectés? BTP, oui. Mais le BTP n'est pas majoritaire. De ce que j'ai vu, oui. N'est pas majoritaire dans cette dette. Il y a tout le monde. Oui. Il y a les gens des services, les billets d'avion. Ah bon? Quand l'État veut voyager, mais c'est des patrons, ils voyagent en business class, mais ils ne payent pas les agents de voyage. Vous avez les hôtels. Okay. Hein? L'État doit de l'argent aux hôtels. Vous avez l'électricité, la Sénélec. Mais la Sénélec, c'est une ardoise parce que l'État dit il faut vendre ces prix-là. Mais c'est Sénélec qui supporte. La SAR, même chose. Même les entreprises de l'État leur doit de l'argent. Vous avez aussi les BTP, c'est normal. Donc, pour dire que vous avez aussi les fournisseurs d'engrais. Donc, c'est tout ça
qui fait les arrières de paiement. Et puis ces arrières de paiement, ce n'est pas normal. Parce que l'État ne doit pas acheter, placer une commande alors qu'il n'a pas les couvertures de crédit. Et je vous assure que vous trouvez des dettes de 2023. 2023, 24, on est en 25. Et ça parce que l'État, en fait, les recettes fiscales sont bouffées par les dépenses de fonctionnement. Donc quand vous avez collecté des recettes, mais ce sont les dépenses de fonctionnement qui ont tout bouffé, donc les dépenses d'investissement, tu vas les emprunter. Parce que tu dis que tu le fais avec les recettes fiscales, mais ce n'est pas ça. Tu dois les emprunter. Et c'est ça qui nous amène dans cette situation. C'est-à-dire, on a des dépenses d'investissement qui ne sont pas couvertes par les recettes fiscales. Nous avons un programme de redressement économique et social. Quelle est l'implication du secteur privé dans ce programme-là? Le Premier ministre a beaucoup d'audace. Ouais. On salue l'audace de dire qu'il nous faut des recettes endogènes. Moi, c'est la première fois que j'entends ce vocabulaire. Et puis, il parle aussi de recyclage d'actifs, il parle de beaucoup de choses. C'est son rôle. Il faut qu'il imagine pour équilibrer les déficits. Mais, vous savez, une maladie ne se soigne pas par les effets. C'est comme Covid. Vous savez, Covid, pourquoi il y avait des récidives? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de médicaments. On ne soigne que les effets. C'est-à-dire, la température chaude, c'est ça que tu prends. Si tu vomis, c'est ça que tu prends. Si tu as mal à la tête, c'est ça que tu prends. On a soigné les symptômes. Ouais. C'est pour ça que même si les symptômes, tu peux les rechuter 2 mois après. Et c'est ce que le gouvernement sénégalais est en train de faire justement. Le gouvernement sénégalais dit le déficit, la dette. Mais ça, c'est des conséquences. Mais le problème principal, c'est que l'économie sénégalaise n'est pas performante. Ouais. Il faut qu'on construise une économie. En quoi faisant? C'est ce qu'on a fait avec nos assises sur l'industrie. On a identifié des filières. Et l'État même a identifié 4 moteurs de croissance. Des secteurs qui doivent porter la croissance économique. Les industries extractives, les industries agroalimentaires, les industries manufacturières, les services, entreposage. Mais rien n'a bougé. Depuis qu'on l'a dit, parce qu'ils sont là depuis 2024, hein, 2024, tout était dit. On est en 2025, on va en 2026. Pick up pelle commencer. Donc ce que nous demandons, c'est qu'on se mette au travail et qu'on puisse fouetter l'économie. Quand on fouette l'économie, la production va augmenter. Et en économie, on dit que l'emploi est une réponse à la hausse de production. Si la production augmente, l'emploi augmente. Si l'emploi augmente, les impôts augmentent. Et si la production augmente, la TVA augmente. C'est comme ça. Et le pouvoir d'achat va aussi augmenter. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On nous taxe les waves, on nous taxe les paiements sur les cartes de crédit. C'est votre mot de la fin. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est presque terminé. Merci Aminata. Aminata, on est très content d'être là. Et puis le Sénégal, c'est ça. C'est-à-dire de voir sa khalat. Mais nous, on dit à l'État, qu'est-ce que ça prend pour nous rendre compétitifs. Et nous pensons qu'ils vont réussir. On prie pour le gouvernement. Ils ont pris un pays dans un état difficile, mais aussi qui se mettent au travail pour que nous, on ait du travail. En tout cas, merci beaucoup. C'était notre invité spécial qui fait partie de la maison de Com TV Business, de Com FM Radio Vision, qui est toujours disponible à répondre à nos questions. Monsieur Alsène Gueye, président de la Fédération nationale des industries du Sénégal, membre de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, la CNES. Chers internautes, chers également téléspectateurs et auditeurs de Com FM Radio Vision, c'est tout pour ce plateau spécial. Nous remercions Touba Ameublement pour ces jolis meubles sur lesquels nous faisons ce plateau spécial. À vous la régie, à vous toute l'équipe de la rédaction de nous avoir aidés à préparer ce plateau. Nous vous donnons rendez-vous dans d'autres plateaux spéciaux, toujours dans le cadre de la Foire internationale de Dakar qui en est à sa 33e édition.